La dernière rencontre organisée cette semaine par le Service général des lettres et du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles donne la parole à Marie de Pléchin. De Marie de Pléchin, on pourrait dire qu'elle a fait des études de lettres et de journalisme et qu'elle est écrivaine et aussi journaliste, qu'elle écrit des romans et des nouvelles pour les adultes et pour la jeunesse. Ce ne serait pas faux, mais juste un peu court. Marie Desplechin est un écrivain qui donne l'impression de refuser énergiquement de se laisser enfermer dans un domaine. Bien sûr, ses premiers romans furent publiés pour la jeunesse, à l'école des loisirs. Merci à Geneviève Brissac. Rappelez-vous, et Dieu dans tout ça, Vague d'amour sur un lac d'amitié, et bien entendu le petit bijou qu'est Verte. Et il est vrai que lorsqu'à la fin des années 90, le monde des livres lui a consacré sa première page pour un premier roman pour adultes, nous étions nombreux à frémir un peu, craignant qu'elle n'abandonne ses lecteurs enfants et adolescents. Crainte non fondée, car Marie Desplechin est capable d'être partout à la fois, le plus souvent où on ne l'attend pas, gardant à travers tout son écriture fluide, sa précision, sa clarté, son humour et son sens de l'observation. Elle travaille pour le théâtre, participe à l'écriture de scénarios, on trouve sa signature dans des recueils collectifs. Elle n'hésite pas à confier des textes à de petits éditeurs lorsque l'aventure lui paraît en valoir la peine. Souvenez-vous du comité de soutien à Florence Aubenas, pour laquelle elle a écrit 100 jours sans. Elle a écrit La vie sauve avec son amie Lydie Violet, gravement malade. Elle a écrit À quatre mains avec Dambé, la championne de boxe anglaise. Récemment, une collaboration avec l'artiste Jean-Michel Ottoniel a donné naissance à un album magnifique, Mon petit théâtre de peau d'âne. Plus récemment encore, elle a écrit des textes sur une suite d'illustrations somptueuses d'Emmanuel Houdard et ça a donné l'album Saltimbanque. De plus, les nouveautés technologiques ne font pas peur à Marie Desplechin et elle parle avec humour et bon sens de grammaire et de réforme de l'orthographe. Revenons au thème qui sert de lien cette année à l'ensemble des activités de ce salon de Namur. Dans la plupart des écrits de Marie Desplechin, des filles, des petites filles et des femmes de tous âges prennent la parole. On se réjouit donc d'entendre parler d'Aurore, de Verte, de sa mère et de sa grand-mère, de Pomme, de Lucie, de Séraphine et, nous l'espérons, de beaucoup d'autres. Bienvenue, Marie Desplechin. Alors, je ne suis pas universitaire et donc je n'ai pas préparé de causerie ex abstracto, voilà, qui nous aura emmené d'un point à un autre. Ça n'ira. En revanche, je vais essayer d'aborder, vraisemblablement dans le désordre, un certain nombre de points. Si vous avez des questions ou des interventions à faire, surtout n'hésitez pas, parce qu'en fait, ça m'aiderait. Moi, je préfère répondre aux questions. Après, je suis assez bavarde, mais organiser ça est plus compliqué. Donc, ce que j'avais retenu de l'intitulé, c'était sur les genres dans la littérature jeunesse et dans ma pratique. Donc maintenant, on dit les genres plutôt que les sexes. Alors, je vais recommencer par quand j'étais petite, en fait, donc comment je me situe. Donc, je suis incontestablement une fille au départ, et puis une femme après, donc j'appartiens à ce genre. Et ça a été une chose qui était assez déterminante dans l'existence que j'ai eue. Alors maintenant, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens plus jeunes, donc ça va parler différemment aux gens qui sont plus de ma génération. J'avais 10 ans en 68. Et ce que je me souviens de l'enfance, c'est que le fait que vous apparteniez à un genre ou à un autre conditionnait un certain nombre de choses. Par exemple, j'avais pas le droit de porter, nous les filles, de pantalons à l'école quand j'étais petite. Il fallait mettre une jupe ridicule dessus. Voilà, donc il y a un certain nombre de vexations qui faisaient partie du parcours. Pas le droit de jouer aux billes, par exemple, à l'école, dans la cour de récréation. Les garçons pouvaient, mais chez les filles, étrangement, elles étaient confisquées parce que les billes, c'était dangereux. Alors chez les garçons, apparemment, non. Et donc, j'ai une mère tout à fait marrante, mais très ambivalente, donc qui s'est toujours proclamée féministe, mais qui pensait qui m'avait inscrit à la danse pour que je sois gracieuse. Et en fait, ça n'a pas marché. J'étais à 2 cours de danse. D'autant que, à l'époque aussi, on n'avait pas le droit d'avoir des jolis shorts comme les garçons, c'est-à-dire des shorts qui serrent les fesses. On avait des espèces de, je sais pas si d'autres que moi se souviennent, de bloomers immondes qui étaient resserrés par des élastiques en haut et sur les cuisses. On avait l'impression d'avoir un chou sur les fesses, si vous vous souvenez. Donc tout ça était quand même assez... Et au fur et à mesure qu'on grandissait, le fait de devoir tenir une place différente était de plus en plus clair. Et alors, cela dit, la chance, c'était d'avoir 10 ans en 68.
Et donc les choses ont changé très très vite. Là aussi pour les gens jeunes c'est difficile de se rendre compte, mais en un an c'était changé. C'est-à-dire il y avait la mixité dans les classes par exemple, ce qui n'était pas facile pour les garçons non plus. Hein, donc toute l'expérience de ma vie aura été, c'est vraiment une expérience existentielle, aura été marquée par le fait d'appartenir à ce genre. Je sais pas, j'imagine que c'est la même chose pour tout le monde, mais dans mon cas c'était d'une manière qui était très consciente. Alors en matière de littérature jeunesse. En matière de littérature, j'ai commencé à lire assez tôt et j'ai lu, comme souvent les lecteurs précoces, de manière boulimique. En plus, c'était une époque où on n'avait pas les sources de distraction qu'il y a aujourd'hui, et notamment le numérique. Donc en fait, on s'emmerdait à longueur de temps et on était dans des grandes baraques tout seuls. Et les parents ne se sentaient pas obligés de nous faire des activités. Vraiment, c'était pas le truc. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Et donc, on n'avait que ça à faire de lire. Je passais ma vie à la bibliothèque. Et les livres sont effectivement d'un tas de manières très modélisants. Et donc j'ai lu et je pense que on peut dire que le symptôme de Bovary, je vois exactement ce que c'est. Alors, dans l'enfance, c'est pas tellement un problème parce que le fait d'être une petite fille, en fait, c'était énervant d'être un peu brimée parce qu'on était une fille. Et dans un autre sens, je n'avais rien à faire parce que je faisais ce que je voulais. J'ai vécu entourée il y avait peu de filles dans ma famille, de cousins, de garçons et tout, et j'avais les mêmes activités. Donc, mon option était laissez-moi faire ce que je veux, ne me marchez pas sur les pieds. Ce qui était, Et dans la lecture, je me suis identifiée aussi bien aux héros masculins qu'aux héroïnes féminines. Il n'y avait absolument pas de problème à partir du moment où on était dans le registre de la lecture. Tout faisait, on pouvait aussi s'identifier, je sais pas, avec un chien, avec un cheval, c'était pas le problème, quoi. Après, le genre, c'était. Donc ça s'est passé comme ça, et je ne me souviens pas d'avoir jamais relevé quelque chose qui soit ravissant, soit discriminant. En plus, on râle, mais des héroïnes filles, il y en avait. Il y avait Fantomette qui était formidable. Il y avait Alice. Parce qu'on dit qu'il y avait moins de littérature jeunesse avant. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y avait quand même une grosse production. Il y avait Alice que j'aimais pas tellement, mais bon, il y avait Alice. Puis après, comme je pouvais être Bob Moran, c'était pas grave. Pas tellement Bob Moran non plus. Et dans des livres comme ceux de la comtesse de Ségur, par exemple, je pense que il n'y avait pas une place qui était assignée aux filles d'une manière encore une fois discriminante, parce qu'il y avait des héroïnes qui correspondaient à l'image de la fille, Camille et Madeleine. Vous avez la comtesse de Ségur en tête, à peu près? Ouais. Donc il y avait les petites filles gentilles, mais il y avait aussi après des espèces de personnages extrêmement forts qui font la gloire de la comtesse de Ségur, qui sont Sophie. Sophie qui a l'enfance de la comtesse de Ségur, qui a eu, si vous lisez les biographies qui sont passionnantes, une enfance martyre en fait. Et donc on pouvait s'identifier à elle comme au bon petit diable. Il y avait pas, on dit souvent qu'il y avait une séparation très nette, c'est pas vrai, pas si nette que ça. Dans son genre de fille, Sophie était incroyable. Donc tout ça s'est passé assez bien. Dans les contes, il y avait les princesses, mais bon, elles étaient bien aussi, il n'y a pas de problème. Non, la question s'est posée en arrivant à l'adolescence, en fait. Parce qu'à l'adolescence, j'ai toujours lu en même temps littérature adulte et littérature jeunesse. Et donc, à l'adolescence, on lit la littérature adulte vraiment. C'est-à-dire qu'avant, on lit, on voit pas très bien ce qui se passe. À l'adolescence, on voit très bien ce qui se passe. Et là, en revanche, c'est là que s'est passé le symptôme du bovarisme. Parce que le problème n'était pas dans la littérature enfantine avec laquelle on pouvait s'arranger, mais dans la littérature adulte, qui est quand même majoritairement écrite par des hommes, et avec des points de vue. Alors, il y a quelques hommes qui sont amis des femmes, mais il y en a beaucoup, même étant amis des femmes, qui à force de les lire, vous assignent une place avec laquelle il faut se débrouiller. Je me souviens qu'un des grands intérêts de la lecture pour moi, et qui est une chose qui peut-être maintenant fait que les adolescents lisent moins aussi, c'est qu'on découvrait le sexe dans les livres. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même en fouillant dans la bibliothèque, dans les bouquins qu'on n'avait pas le droit de lire, qu'on savait de quoi y retourner au bout du compte. Parce que ça ne fallait pas compter sur les parents, ni sur le merveilleux manuel d'éducation sexuelle. Je ne sais pas si d'autres gens que moi en ont été victimes, de Marie-Claude Monchot. Personne n'a eu ça? Comment naissent les enfants? Vous l'avez eu? Vous pouviez lire ce bouquin, c'était formidable. Alors, avec un peu d'attention, vous saviez tout sur le progestérone et ces autres trucs, et il y avait des schémas, enfin bon, bref, sur de trucs que personne ne comprend rien. En revanche, pour savoir comment ça se passait en fait, rien du tout. Elle avait des images, elle disait, c'est trop bien. Elle disait, c'était comme la clé dans la serrure, l'épée dans le fourreau. C'est des années à se demander où était l'épée, où était le fourreau, la clé, la serrure, ça. Et là, franchement, connaissance zéro. Le seul truc que vous aviez appris à la fin du bouquin, parce qu'elle y consacrait des pages et des pages, c'était la traite des blanches. C'était que tout ça se terminait en fait par un viol, un enlèvement et Tanger. C'était la fin du truc.
Donc déjà, il y avait Marie-Claude Monchot qui faisait pas de bien. Et après, en rentrant dans la littérature, il y a eu des écrivains que j'ai énormément aimés comme écrivains. Je sais pas, Miller, par exemple. Henri Miller. Je me souviens, Les Tropiques. C'est quelqu'un qui a quand même une vision, qui accorde une grande place à la question sexuelle, donc qui était bien ce pourquoi il fallait le lire, et pour qui, en même temps, les rôles sont, la répartition en genre, les femmes, c'est quand même, c'est assez terrible, quoi. Alors, ça va jusque-là? C'est cohérent? Vous suivez? Bon. Alors, donc, j'avais cette espèce d'énorme espace de la littérature. Donc, il y avait un côté où la femme, dans ces bouquins-là, c'est de sexe, était la salope, hein, parce que vous aviez aussi la salope ou la victime, hein, parce qu'il y avait Apollinaire, il y avait Pierre-Louis, il y avait ce bouquin de Sade que mon père cachait, mais qu'en fait, tout le monde savait très bien où il était. Il fallait pas que ma mère sache qu'on savait où il était. Et donc, tout ça donnait une vision des rapports en matière de sexualité qui était fort répétitive. Et les femmes n'avaient pas encore écrit à l'époque sur la question. Quoique je ne sais pas si elles changent vraiment les données. Et après, dans tout ce qui était la question sentimentale, là, c'était la catastrophe. Parce que il y avait une place qui était accordée à l'amour toujours, qui est démoniaque. Donc, si vous aviez toutes ces bonnes femmes dont la vie à longueur de roman était ruinée parce qu'elles tombaient très amoureuses d'un type, voilà. Et il semblait, moi, c'est comme ça qu'à la fin, ça s'est imprimé, que le destin féminin était gouverné par l'amour qu'on pouvait avoir pour un homme et que tout ça était à la fois fait et promis à la souffrance. Ça se terminait mal, en tout cas pour les femmes. Et donc, ça développe un espèce de truc où c'est la chose la plus enviable et en même temps, ça vous conduit à une espèce de masochisme. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était imprimé par la littérature. Alors, ayant eu 10 ans en 68, j'ai eu ce qui était une chance, en fait, de voir arriver les bouquins des premières grandes féministes américaines, et notamment La politique du mal de Kate Millett, qui était dans la bibliothèque parentale, qui était quand même une source de trésor infinie. Et donc, où elle recensait, elle commençait à critiquer, elle recensait tous ces écrivains hommes, ces écrivains donc, qui faisaient répéter aux femmes ces espèces de rôles stéréotypés où elles étaient victimes, voilà. Ça, c'était assez intéressant. Mais bon, ça n'arrivait pas jusqu'à voilà, c'était pas, ça n'avait pas une grande influence. Alors, après, il y a eu 2 livres qui ont énormément, alors je reviens à la littérature jeunesse, 2 livres qui ont énormément joué dans ce que je suis devenue en grandissant. Il y a eu 2 bouquins, dont j'ai ramené un, mais je pense qu'il n'y a aucun passage à en extraire. Mais c'est pour le symbole, c'est ça. Françoise d'Aubonne. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui est Françoise d'Aubonne. Les jeunes, non. Françoise d'Aubonne est morte il y a quelques années et ça a été une des très grandes féministes françaises. C'est qui était une sacrée coupeuse de couilles parce que c'est dans les premières super radicales, en fait, qui faisait partie, qui était lesbienne, mais vraiment radicale. Et donc, elle a développé toute une espèce de théorie incroyable selon laquelle il y avait eu un âge d'or avant, dans l'histoire, c'est une espèce de Rousseau au féminin, un âge d'or avant, où la Terre, la société humaine était gouvernée par une espèce de matriarcat. Et alors, c'était l'âge d'or, tout était merveilleux, parce que c'était les femmes qui dirigeaient. Et après, voilà, les hommes arrivent et c'est fichu, c'est la guerre, c'est l'oppression, il faut revenir au matriarcat. Alors, cette théorie, elle a écrit énormément de livres. Cette théorie n'a pas pris en France. En revanche, c'est quelqu'un qui a été étudié, et puis dont la pensée a été transformée aux États-Unis. C'était vraiment une penseuse qui a eu son importance dans l'histoire des genres. Et les gender studies se réfèrent à elle. Et alors, cette Françoise d'Aubonne, donc, qui était une grande dame, a écrit 2 livres pour les enfants. Donc voilà, j'ai l'autre à la maison, je sais pas. L'Amazone bleue et Chevrette et Virginie. Ce sont des livres qui apparemment sont extrêmement conventionnels. C'est-à-dire, ce ne sont pas des livres qui sont faits pour choquer. Ce sont des livres qui racontent des histoires assez banales où les héros sont hétérosexuels et ça se termine en général par le fait qu'ils se mettent en couple. Il y avait dans ces livres, je les ai relus, je n'ai pas trouvé où. Il y avait dans ces livres, moi je ne savais pas tout ça quand j'avais 13 ans et quand j'ai lu ces bouquins, elle avait une manière de raconter, je les relisais sans arrêt. Et je suis sûre que ça a forgé, c'est-à-dire ça a confirmé la tête de l'art que j'étais, c'est-à-dire que personne ne me marcherait sur les pieds, ou alors en tout cas serait à négocier. Et qu'on pouvait écrire des livres où les filles étaient comme des héros. Je ne sais pas comment expliquer à quel point dans ces livres les filles étaient comme des héros. Et alors, j'ai eu l'occasion, ceux qui ont déjà entendu cette anecdote, je vous prie de m'excuser. Je me souviens d'une discuter avec un copain il y a une dizaine d'années dans un café près de chez moi à Paris, et on parlait de questions, vous la connaissez? Et on parlait de je sais pas, c'était des trucs qui touchaient au féminisme, enfin, en tout cas, bon, bref.
Et donc, c'était une discussion qui était assez soutenue, vive. Et il y avait une espèce de vieille dame habillée en rose tyrien, avec des cheveux teints en jaune, comme ça, tout autour, plein de poudre sur la figure, avec des tas de papiers autour d'elle, sur une table pas loin de la nôtre. Et je me lève, on se dit au revoir, et puis je me lève pour quitter le café avec mon copain. Et la dame m'arrête et me dit, Madame, j'ai écouté votre conversation, écoutez, je pense que ceci pourrait vous intéresser. Et elle me donne un tract qui invite à une réunion avec des poétesses persanes. Et il y a donc pas des poétesses, et puis après il y a les conférencières, les organisatrices, et il y a le nom de Françoise d'Aubonne dedans. Et je dis, je pourrais pas venir, mais je le regrette énormément parce que il y a une femme à laquelle que j'aurais voulu connaître et voir parce qu'elle a fait tellement pour moi, et c'est Françoise d'Aubonne. Elle me dit, mais madame, Françoise d'Aubonne, c'est moi. Est-ce que je peux vous embrasser? Donc j'ai collé 2 énormes baisers sur ses joues fardées. Et je l'ai rappelé quelque temps après parce que je voulais qu'elle me parle de ces 2 livres-là. Je voulais en avoir le cœur net, en fait. Je voulais savoir ce qu'elle avait pu mettre dedans qui avait été tellement important pour moi. Et donc, je lui dis, voilà, je vous appelle, pas pour les livres, vos théories féministes, mais je voudrais vous parler de ces 2 livres. Elle me dit, mais écoutez, j'ai écrit plus de 80 ouvrages, il n'est pas question que je parle de ces livres, parce que, écoutez, je crevais la dalle à l'époque, et c'était alimentaire, je m'en fiche complètement, voilà, je n'en parlerai jamais. Et moi, je voulais pas parler du reste, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était ça. Donc, en fait, j'ai jamais vu, et c'est dommage, j'en ai jamais parlé avec elle. Et cette histoire, elle est intéressante pas seulement pour l'anecdote, elle est intéressante pour cette chose que ce que vous écrivez, ce qui passe auprès des gens qui vous lisent, n'est pas ce que vous vouliez écrire. Et j'en suis maintenant absolument persuadée. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y avait quelque chose, elle voulait faire des choses conventionnelles parce que juste, il fallait pas qu'elle paie son loyer. Donc, elle fait quelque chose de conventionnel en pensant que c'est de la daube. Et après, j'ai retrouvé d'autres gens de ma génération qui les ont lus, ces livres, et qui ont été aussi marquants pour ces gens qui les ont lus. C'est-à-dire que malgré elle, et même contre elle, ça passait. Et après, c'est ce que je me suis dit pour à peu près l'ensemble des choses que je faisais. C'est-à-dire que j'avais même absolument aucun intérêt à réfléchir à ce que je voulais dire, ou à ce que je voulais faire passer, ou à quoi je voulais convertir les gens. Il suffisait que je m'efforce de raconter une histoire qui me plaisait à moi, avec des héros et des héroïnes qui me plaisaient à moi, et que à ce moment-là, si j'avais quelque chose à dire, ça passerait dedans. Et je pense que ça fonctionne en général comme ça. Alors c'est peut-être une attitude qui est assez latine, parce que je me suis rendu compte en allant dans les pays, notamment les pays en Allemagne par exemple, la première question qu'on vous pose toujours, c'est quel est votre message? Et moi, j'ai pas de message. Voilà, ça m'intéresse pas je m'en fous. Le message vient après, en fait. C'est plutôt une question de vision que vous aviez des choses et que cette vision se transmet à travers ce que vous écrivez, quoi que vous fassiez. Et donc, c'est dans cette optique-là que j'ai plus tard, beaucoup plus tard, écrit les livres que j'ai écrits. Ce téléphone m'énerve. Pourtant, il est arrêté, je vous jure. Non, il n'était pas arrêté. Voilà. Est-ce que jusque là c'est clair? Bon. Maurice m'a dit plutôt les questions. Alors, donc maintenant je vais après parler de ces histoires d'enfance, je vais parler des héros et des héroïnes des livres que j'ai écrits. Je me souviens d'être allée en Russie dans une école où il fallait rencontrer les enseignants, et je me souviens d'un instit qui était un instit. J'ai toujours envie de dire qu'il était un homme, qu'il était une femme, c'est un instit. Hein, qui semblait assez contrarié de me recevoir dans ma classe et qui me dit, vous écrivez toujours des livres pour les filles. Et c'est une question c'est une remarque qu'on m'a souvent faite, que j'écrivais des livres pour les filles. Et qui est une chose qui m'interroge énormément, parce que ça me semble une mauvaise foi épouvantable, étant donné que il y a la moitié de héros dans ce que j'écris. Si je repense au livre que j'ai fait, le premier livre, c'était un héros. Les 2 suivants, c'était des héros. Ils s'appelaient Henri, c'était les 3 premiers. Après, j'ai écrit Le Monde de Joseph. Bartholomé, c'est un héros. Dans Les Yeux d'Or, c'est un héros. Donc, il y en a la moitié à peu près. Et étonnamment, c'est pas ça qui frappe. Ce qui frappe, c'est qu'il y a des héroïnes aussi. Ou alors, donc, il me semble que le débat est un peu biaisé par une espèce de mauvaise foi, en fait, où voilà, le fait qu'il y ait des héroïnes aussi suffit à annuler le fait qu'il y ait des héros. Alors comment ça se passe que ce soit un garçon ou une fille qui en fait prennent la place dans le livre? C'est juste que c'est l'histoire qui veut ça. C'est ce que j'ai à ce moment-là dans la tête, c'est le petit personnage. Je me pose jamais la question, je me dis pas je vais écrire un livre pour les filles. Je me dis pas je vais écrire un livre pour les... Je me dis bon, je vais écrire une histoire. En fait, l'histoire elle est pour moi.
et après elle plaît à qui elle plaît. Et ça a été un des grandes leçons, en tout cas, et c'est une leçon malheureusement qui ne porte pas forcément, que quand tu as un livre avec une héroïne fille, par exemple si on prend Verte, c'est un livre qui est presque entièrement féminin. C'est-à-dire, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est l'histoire d'une petite fille qui, en grandissant, se rend compte qu'elle doit devenir sorcière parce que sa mère est sorcière et sa grand-mère l'était. Et que c'est une fatalité à laquelle elle n'échappera pas, en dépit du fait qu'elle n'a aucune envie d'y aller. Et comme avec sa mère, ses relations sont tendues, c'est sa grand-mère qui lui facilitera le passage vers le fait d'accepter sa destinée de sorcière. Donc, c'est très mignon dedans. C'est que les enfants me disent toujours j'adore les histoires de sorcellerie. Le livre, les histoires de sorcellerie sont absolument minables. C'est-à-dire, c'est nul. Les sorts sont un peu grotesques. Et en fait, je pense que ce que les gens adorent dans ce livre, c'est l'histoire de l'initiation et des relations à l'intérieur d'une famille. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait de grandir et la gestion des tensions à l'intérieur de ce cercle familial. Ce livre, il est vraiment basé sur l'expérience féminine, parce que pour moi, ce qui m'est apparu après l'écriture d'ailleurs, qui précédait pas l'écriture, c'est dire à quel point on écrit en tout cas moi, en état d'idiot aussi, c'est que cette histoire de devenir sorcière d'un seul coup, alors c'est accompagné de symptômes où les meubles se mettent à bouger, on est assez en colère et tout ça, c'est quand même une métaphore transparente des règles. Après, ça m'a sauté aux yeux. Et en plus, j'ai écrit ce livre quand ma fille avait 11 ans. Donc, c'était vraiment le moment où elle allait grandir, et elle allait prendre sa place, et il fallait gérer tout ce truc-là. Et d'ailleurs, on parle de charme, quand on grandit, que les filles ont du charme, ça veut assez dire la place de la sorcellerie dans l'histoire. Et donc, le fait que ce soit si féminin n'empêche pas du tout les garçons de le lire. C'est un livre qui est beaucoup lu dans les classes, et quand je vois les enfants, aussi bien les garçons que les filles, ils sont complètement dans le livre, ils voient très très bien de quoi ils retournent, même si accessoirement on peut penser que ça s'adresse plus aux filles. Et c'est une expérience qui est universelle, c'est-à-dire le genre de l'autre genre laisse en vous des traces qui sont suffisantes pour vous permettre d'adhérer. Et vous voyez ce que je veux dire, ou c'est confus là? Non. C'est un truc c'est un truc il suffit d'avoir la trace pour participer à l'expérience. C'est un truc que disait Deleuze, enfin, il me semble, pour le peu que j'en ai retenu, sinon lu, surtout écouté, c'est que rien de l'expérience humaine ne nous est étranger. C'est-à-dire que moi, qui suis du genre femme, à un moment, je peux être un homme. Moi, qui suis de couleur blanche, à un moment, je peux être noire. Moi, qui suis à 52 ans maintenant, à un moment, je peux avoir 10 ans. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, tout ça existe. Et après, il y a la question de majorité ou minorité. Mais il suffit de solliciter, et c'est bon, vous y avez accès. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, et ce qui nous donne, et ce qui nous permet de lire aussi. Ce qui nous permet de lire et d'avoir accès à tout. Donc je me suis dit, ben voilà, ça suffit, c'est très bien pour les livres. Faut arrêter de me dire que j'écris des livres pour les filles, j'écris des livres. La même chose s'est passée pour Aurore. Aurore, alors c'est une fille qui râle, c'est une adolescente. Alors, voilà. Normalement, ça aussi, on pourrait dire, c'est extrêmement féminin. Aurore, elle a des copines, voilà. Mais ça plaît autant aux garçons, c'est pareil, c'est l'expérience, c'est dans les classes, et ça plaît à des garçons qui sont des espèces de grandes baraques semi-délinquantes qui redoublent leur 4e. Mais je me souviens d'un gars qui me disait en se dans la classe, Madame, c'est le premier livre que je lis en entier, c'était tellement bien, je l'ai terminé, je l'ai recommencé. C'était le tome 1. Alors que le type devait se faire contrôler d'identité chaque fois qu'il sortait le nez hors de sa banlieue. Donc voilà, c'est l'histoire, c'est la manière dont c'est écrit, c'est ce que ça raconte. Ça, c'est pour les lecteurs. Alors, j'ai deux choses. Alors, il y a les lecteurs, cela dit, la différence qu'il peut y avoir entre filles et garçons, mais après on va revenir à la question du conditionnement, c'est que souvent les garçons disent il n'y a pas assez d'action. Les garçons aiment les livres d'action. Les filles aiment les livres avec de la psychologie et des sentiments. Donc il arrive effectivement qu'il y ait des petits garçons qui me disent ouais, il n'y a pas beaucoup d'action. Voilà, ça c'est possible. Après tout, c'est leur truc. Je sais pas quoi en penser, je m'en fiche un peu. En revanche, tout le monde a le droit de pas aimer, quoi. Enfin, ce qui est assez frappant, c'est la réaction des parents, parce que peut-être que vous avez eu l'occasion de vous en apercevoir, mais sur le stand de l'école des loisirs, je me souviens, au salon du livre, c'est effarant. Les adultes arrivent, c'est des adultes qui viennent au salon du livre, qui achètent des bouquins pour leurs gosses, qui vont sur les stands de l'école et tout ça, et disent, voilà, je voudrais un livre, le premier truc, pour un garçon ou pour une fille. C'est le premier critère, comme si c'était ça déjà qui allait déterminer.
Et après, par exemple, si on vous refile un journal d'aurore pour un garçon, le parent revient, ça je l'ai vu, revient et dit ah non, je vous avais pas du tout demandé ça, je vous avais demandé un livre pour un garçon. Ma couverture est rose, alors ça ne va pas, alors il faut changer pour, je sais pas, Mad Max. Donc déjà, et je me souviens qu'à un moment, je signais, et arrive un monsieur avec son garçon qui a, je sais pas, 11-12 ans, et c'était la fin des signatures, donc il n'y avait plus personne, c'était un espèce de moment d'intimité, et le garçon avait un sac en plastique, et il me fait signer un livre pour garçon, et Dieu dans tout ça, que les garçons sont intellectuels, et le héros était un garçon dans ce livre. Et après, le père dit à son fils, tu peux lui montrer, il n'y a plus personne. Et le fils sort de son sac plastique Aurore. Mais comme s'il sortait un truc pornographique, quoi. C'était dingue. Il regarde autour de lui, il sort Aurore. Et son père dit, il a honte de le faire signer. C'est un livre de fille. Mais il l'aime beaucoup aussi. Mon pauvre. Et donc, j'ai signé son Aurore. Et je pense qu'il y a une pression actuellement pour genrer les enfants, qui est une pression qui est quand même assez énorme, assez importante. Et je sais pas comment vous le ressentez, mais on le voit dans la. Enfin, ce qui est même pas une question franchement idéologique, c'est-à-dire ce serait pas le backlash, le machisme voudrait reprendre la place. Je pense que c'est même pas ça. Je pense que c'est juste du marketing et qu'on vend mieux sur des marchés qui sont sectorisés. Et plus ils sont sectorisés, plus on peut cibler sa clientèle et plus on vend. Et je pense que la question séparer garçon-fille, c'est vendre. Séparer bleu-rose, c'est vendre. Et que c'est ce qui se passe dans la fabrication des livres, dans un certain nombre de maisons d'édition. Et que comme c'est assez agréable, en fait, d'être rassuré sur cette séparation, le client marche, effectivement. Et je trouve que c'est dommage, quoi. Je plains les gamines de 11 ans par rapport à la gamine de 11 ans que j'étais. Je les plains d'avoir été élevée avec des habits roses. Je les plains de penser qu'il faut se maquiller. Je les plains d'avoir envie de porter des talons avec lesquels elles pourront pas marcher. Je les plains de s'habiller trop court parce qu'évidemment, tout le monde regarde tes fesses, imbécile, si tu les montres. Et j'ai l'impression que c'est une forme... Alors, peut-être que je me trompe, hein, parce que c'est quand même... C'est une pensée en marche, cette pensée-là, donc on peut se tromper, puis il y a les questions de génération. Mais je pense que c'est une restriction de la liberté. Et donc moi qui ai grandi en pleine époque baba, habillée de vêtements informes, et les cheveux teints en roux orange, j'ai trouvé que je faisais absolument ce que je voulais. Et il me semble que maintenant, pour les gens qui ont le même âge, elles font pas exactement ce qu'elles veulent. Je pense que pour les garçons, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'ils vont être eux aussi tenus, voilà, à un certain nombre de comportements ou voilà, parce que sinon ils sont menacés, ils se sentent menacés. Je regarde les questions que m'a posées Maurice. Ça va encore? Quelqu'un veut me poser une question à ce stade des affaires ou Oui. Alors, est-ce que c'est cette distinction garçon-fille a encore un sens aujourd'hui? Oui, elle a encore un sens, mais d'une manière qui est extrêmement... Enfin, je trouve que c'est très paradoxal et que c'est compliqué pour eux de vivre dans le monde dans lequel ils vivent. Parce que d'une part, on les genre énormément d'un côté, d'autre part, selon les milieux sociaux auxquels ils appartiennent, un tas de choses sont absolument permises ou totalement interdites. Par exemple, dans les livres que j'ai fait, il y a beaucoup de personnages homosexuels qui traversent, sans que ce soit nommé d'ailleurs. Mais voilà, ils font partie du monde, de la famille, voilà, des gens qu'on rencontre. Et ces livres-là, c'est assez marrant, ce sont des livres qui sont tout de suite repérés par les gosses qui vivent dans des milieux sociaux difficiles et qui sont aussi des milieux d'immigration. C'est-à-dire, quand il y a une gouine ou un PD dans un bouquin, ça, ils passent pas à côté. Les gosses le remarquent tout de suite. Et j'ai eu des séquences extrêmement houleuses avec des classes où c'est ce qu'ils avaient relevé dans le livre. Et en fait, c'était une dispute parce que c'est absolument rejeté. C'est une chose, mais c'est le tabou. Ils ont des réactions d'une violence extrême. Et en revanche, dans des milieux qui sont des milieux plus, je sais pas, intellectuels ou bourgeois ou universitaires, c'est extrêmement accepté. C'est tout juste, il y a un moment où on vous pousse pas à adopter une identité qui serait, voilà, intéressante, artiste. Et donc, ils vivent dans un monde qui est quand même très segmenté et dans lequel je me dis que ça doit être difficile de trouver des repères. J'ai beaucoup de compassion pour les enfants. Alors moi, mon rôle là-dedans, je sais pas. Je peux vous lire, parce que j'ai ramené des petits trucs à lire si vous voulez.
Je peux vous lire des... Ouais, moi, c'est toujours la même chose. Je fais l'histoire qui me plaît. Et comme l'expérience, justement, d'être une fille puis une femme a été une expérience extrêmement intéressante dans le parcours que j'ai eu, elle traverse ce que j'écris, mais à titre d'intérêt personnel. C'est-à-dire que c'est jamais une vision militante. Je me dis pas, je vais convaincre de ci, de ça. Je me dis, c'est pas mon rôle, c'est le rôle des profs. Mais je raconte la manière dont je vois les choses. En plus, je me dis que l'histoire de toute cette histoire, l'histoire des femmes dans l'histoire, c'est une super belle histoire. Elle vaut le coup d'être racontée. Elle est pas enseignée. C'est une histoire qui remonte à la nuit des temps, puis après avec des dates à partir de la Renaissance. D'ailleurs, où il y a hommes et femmes hein, aussi bien qui sont dans cette histoire. Les premiers textes féministes, c'est Poulain de la Barre, c'est un homme. Hein. Et sur le premier texte sur le préjugé. Et voilà, c'est juste une histoire absolument passionnante et qui était amusante à vivre, hein, qui est toujours amusante à vivre. Donc, elle trouve à ce titre la place dans les bouquins. Alors, soit vous avez une question, soit vous allez subir une lecture. C'est comme vous voulez. Hein. Non ? Oui ? Non, moi je veux bien la lecture, bien sûr. Oui, mais moi je... Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce clivage homme-femme, féminin-masculin, il est surdéterminé par un autre clivage qu'on sent sourdre dans ce que vous dites, c'est la condition sociale, quoi. Finalement, est-ce que c'est pas ça, parce que le bovarisme, une maladie textuellement transmissible, bon, pourquoi Bovary, elle crève au fond de ses mauvaises lectures? Parce qu'il n'y avait pas de contrepoids chez elle, une bibliothèque d'héritière. J'ai cru entendre dans votre discours que vous aviez cette bibliothèque à la maison. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous voyez, au-dessus, au-delà de ce clivage genre générique ou sexuel, est-ce qu'il n'y a quand même pas ça qui est surdéterminant? Est-ce que la fracture est... Je ne pense pas que ce soit surdéterminant. Je pense pas que ce soit surdéterminant, parce qu'en fait, cette fracture, elle existe de tout temps. C'est-à-dire, et à mon avis, tant qu'on fera société ensemble, à moins qu'on procède, comme le souhaitait Françoise de Beaune ou d'autres, à une séparation complète, c'est-à-dire qu'on vive chacun de notre côté, ce sera toujours à négocier. Je sais pas, ou alors c'est dans un truc très lointain qu'on arrivera à être juste des individus. Et on ne peut pas annuler la question du genre. Je dis pas de l'annuler, elle est là, mais ouais. Est-ce qu'elle n'est pas... Voilà, quand vous parlez des produits marketés, complètement, on n'aura pas ces maisons d'édition, mais qui du coup sont surdéterminantes dans certains milieux sociaux et dans d'autres, des enfants auront accès à des livres de littérature. C'est ça. Il y a un truc qui est vrai, c'est que quand vous êtes pauvre, en général, c'est une calamité à tous les étages. Et donc, plus vous aurez le moyen, enfin quand je dis pauvre, hein, c'est pauvre... culturellement, bien sûr, puisque cette pauvreté. Et que c'est sûr que ça se perpétue. Après, encore une fois, moi, ce qui m'avait étonné sur les salons du livre, c'est que les gens qui viennent dans les salons du livre, les gens qui ont de l'argent à dépenser en bouquins, parce que les livres, c'est cher, les gens qui choisissent, qui demandent qu'on leur prescrive des livres, que ces gens-là, le premier réflexe qu'ils ont, c'est je voudrais un livre pour une fille ou un livre pour un garçon, là, il y a quand même une question sociale qu'on partage tous. Non ? Oui, parce que c'est quand même depuis 10 ans, c'est vrai qu'on est revenu sur le bleu pour les garçons, le rose pour les petites filles, les maisons d'édition, enfin, c'est des produits marketés, mais d'ailleurs, L'Heure Joyeuse qui fait une exposition, jamais je pense que L'Heure Joyeuse aurait pensé faire une exposition en juin, encore sur le rose et le bleu. Longtemps après, et on en est là. Eh ben ouais, ça résiste. Ça résiste, c'est tout le monde, et c'est plus marqué chez les gens qui ont moins les moyens de se défendre. Parce qu'après, c'est une question de se... Mais ça, c'est sûr, c'est plus marqué. Et puis après, encore... Ouais. Puis après, il y a d'autres facteurs. Hein. Il y a les facteurs... C'est-à-dire, il y a les questions des classes sociales. Et maintenant, il y a les facteurs du vivre ensemble avec la mondialisation. C'est-à-dire avec les familles qui arrivent d'endroits qui ont des modes de vie... Alors, je sais c'est peut-être pas le mot utilisé. Maintenant, c'est plus... Je sais pas, qui sont quand même assez archaïques. C'est-à-dire qui reposent sur des visions de la division des genres qui sont, disons, très anciennes. Alors là, le rôle des filles, ça complique encore cette donne. Après, moi, j'ai un truc, je ne sais plus avec qui j'en parlais, où je suis un petit peu fâchée de voir qu'on ne se défend pas. C'est toujours la même chose. Je me dis, mais pourquoi ils achètent du rose à leurs filles, quoi? Franchement, il n'y a qu'à pas le faire. Hein.
C'est-à-dire, on a un espèce de désir d'adhésion de consommateur. Et quand je dis on, je peux me mettre sur un tas de choses aussi dans le même sac. C'est-à-dire, on a tous les outils. Il faudrait juste que politiquement, on soit plus cohérent. C'est comme où est-ce qu'on fait nos courses, voilà. Quel livre on achète à nos enfants, jusqu'où on discute sur le rose, hein, parce qu'on peut acheter du rose, on n'est pas obligé de tout mettre en rose non plus, quoi. Je sais pas. Voilà. D'autres trucs? Non. Excusez-moi. Oui. Il y a quelque chose qui m'étonne quand même fort, parce que quand on parler un peu plus tard, peut-être. Vous voulez un micro? Quand on parle du clivage comme ça entre le rose et le bleu, et du fait que tout ça serait formaté par la société, ce qui m'étonne, c'est que ça ne vient quand même pas de rien. S'il y a des personnes qui ont réfléchi au niveau marketing pour utiliser cette symbolique-là pour vendre, c'est qu'ils ont compris que ça faisait vendre. Donc c'est qu'au départ, il ne faut pas nier non plus que de la part de petites filles ou de petits garçons, ça correspond aussi à une certaine symbolique, à une certaine réalité qui vivent à l'intérieur, qui ne doit peut-être pas être limitée et mise en boîte dans des carcans, mais qui est une réalité qu'il ne faut pas non plus rejeter et nier. Alors je trouve c'est la question du naturel. C'est du naturel et du culturel, qui est une question. Alors moi, j'ai pas de réponse définitive et je veux bien admettre que. Bon, alors après, il y a les exemples. Alors sur la question du rose et du bleu, c'est super intéressant. J'ai lu un article il y a pas longtemps. Vous voyez très bien quand ça apparaît, ça n'a pas toujours été le rose et le bleu. Au départ, le bleu c'est la couleur des petites filles. Et bah ouais, mais ça veut dire que non, mais ça l'a été. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans les yeux des petites filles quelque chose qui les amène au rose, et dans les yeux des petits garçons, il n'y a pas ça. C'est historiquement, vous pouvez dire, je sais pas, c'est vers 1920 ou un truc comme ça, on décide, et après, on refait le modèle. Et les enfants qui sont des animaux qui se construisent, enfin nos enfants, qui sont des animaux, oui, qui se construisent, en fait, ils sont pas finis quand ils arrivent. Ils se construisent dans le groupe, et le groupe leur assigne un certain nombre de comportements. Le rose et le bleu en est un excellent exemple. Alors maintenant, je ne sais pas où ça s'arrête, ce truc-là. Hein. Moi, je veux bien croire qu'on n'est pas pareil tout à fait biologiquement. Sur certaines choses ont été repérées et d'autres moins. Je pense qu'il y a aussi un historique, parce qu'on est rattaché à un historique familial et culturel, et on ne peut pas tout d'un coup décider qu'on doit s'en émanciper et couper le cordon. Je pense que la petite fille qui a vécu dans le monde où on est maintenant, avec les parents qui ont lu les livres qu'ils ont lus, et avec ce marketing qui existe déjà depuis un petit temps, on ne peut pas nier cet aspect de transmission. Comme vous dites, pourquoi est-ce que les parents ont envie d'acheter du rose à leur enfant? Ça remonte aussi à d'autres origines. Donc je ne pense pas qu'il faille jeter comme ça l'opprobre sur ce genre de comportement, dans la mesure où c'est un comportement qui a aussi un sens et une histoire pour la petite fille, qui reçoit ce message de la maman qui a envie de lui transmettre quelque chose. Ça peut passer à travers le rose. Et là, on est un peu dans l'étriqué. Ça peut passer par toutes sortes d'autres choses, le plaisir de cueillir des fleurs en se promenant dans la campagne. Mais à travers ça, je crois que c'est une symbolique très restreinte, mais je crois qu'il y a beaucoup plus que ça. Il ne faudrait pas jeter le bébé à l'eau du bain, je dirais. C'est le cas de le dire. Donc voilà. J'aime les roses, j'aime bien. Voilà. C'est ça qui est très embarrassant dans ces histoires, c'est qu'on en est toujours sur des histoires très personnelles en fait. On ne peut pas s'abstraire de ce truc-là. C'est pour ça que c'est ça la difficulté entre. Oui, mais si on parle de la dette de la Grèce, par exemple, on est moins impliqué personnellement. Enfin, on est soucieux, mais ça c'est tout de suite moins passionnel. Ouais. C'est compliqué, hein, parce que je comprends tout à fait ce que madame veut dire. C'est qu'effectivement, on a des choses à transmettre. Et on ne peut pas tout le temps être dans une bagarre avec l'enfant. C'est-à-dire, on ne peut pas tout le temps contrer le monde autour de soi. Ouais. Je pense que les deux approches sont intéressantes. Oui. Sans arrêt aussi, ne pas rester ni dans un carcan ni dans l'autre. Et que les deux se bousculent de temps en temps pour aller comprendre ce qu'il y a derrière, finalement. Plutôt que de se contenter à voir le rose sans voir ce qu'il y a derrière. Ouais, en fait, le rose, c'est quand même du pognon derrière. Là, pour le coup, c'est clair. Il y a peut-être du pognon derrière. Oui, et puis après, il y a faire la fille. Parce que le genre, comme le disait je ne sais plus qui, dont je comprends la moitié de ce qu'elle écrit, Judith Butler, c'est performatif. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes une fille à partir du moment où vous faites la fille. Ça, j'en suis absolument persuadée. Voilà. Et vous êtes un garçon à partir du moment où vous faites le garçon. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas vraiment la fille, avant on disait t'es un garçon manqué. Ce qui prouve bien que vous ne faisiez pas ce que vous deviez faire.
Et pour un garçon qui fait un peu trop la fille, enfin moi ou alors qui est trop qui ne préjuge absolument pas de son orientation sexuelle par ailleurs, mais il se fera, enfin moi je vois autour de moi il sera pédé tout de suite. C'est-à-dire les gens lui disent qu'il sera renvoyé par ses pairs, hein. Ça va pas par les adultes. Et encore d'ailleurs par les moi je sais pas, je me souviens mon dernier fils est très beau par exemple. Il peut rien, je sais pas d'où il sort ça. Il a eu l'intelligence de sa mère en fait, je crois que c'est ça. Et il y a des espèces de longs cheveux blonds, et c'est un garçon qui est assez féminin dans le sens où il parle. C'est quelqu'un qui parle, qui est sentimental, qui a avec la larme à l'œil, une espèce d'asperge. Et je me souviens, elle avait 8 ans, et la mère d'une de ses copines à l'école dit « Il est pas pédé ?» Elle demande à sa fille, qui évidemment le répète à mon fils, qui rentre en disant « Est-ce que je suis pédé ?» Donc je dis « Écoute, tu as le temps de voir, je sais pas, en tout cas c'est pas moi qui répondrai à la question. » Et c'est une bonne femme qui travaille à la télé. Ah bon, ça veut rien dire, je sais bien, mais c'est quand même des places où il y a quand même un truc d'influence. Donc, vous devez faire ce que vous êtes. Si vous ne le faites pas, on ne le verra pas et ça ne suffira pas. Parce que j'ai l'impression qu'on mélange un peu la différence entre quelles sont les attentes de certains groupes ou de certaines personnes de la part d'un garçon et qu'est-ce que c'est être un garçon. Trouver le garçon qui est en soi et devenir un garçon, c'est pas nécessairement répondre aux attentes extérieures ou aux mots maladroits de Pierre-Paul Jacques va dire devant nous. Mais je crois que ce qu'on connaît de l'expérience d'être un individu dans son genre, c'est de le faire, c'est de le jouer. Moi, je vois quand je fais la fille. Moi, souvent, j'ai pensé qu'un certain nombre de filles, quand j'ai eu 20 ans, m'arrêtez quand vous dites trop de conneries, c'est-à-dire on se détermine, enfin, je sais pas, les filles, vous voyez, le moment, on choisit, on se maquille pas, on met des talons, on n'arrive pas, on monte sa culotte, on la monte pas, enfin bon, il y a tous les trucs... Et après, c'est vachement drôle parce qu'il y a tout un panorama. Alors, les garçons, je connais moins. C'est pour ça que quand j'écris, en fait, à la place d'un garçon, surtout adolescent, j'ai l'impression d'écrire de la science-fiction. Je pourrais écrire la vie d'un blaireau, par exemple, je sais pas, n'importe quoi. Mais une fille, je sais très bien. Le moment où on fait l'inventaire des signes, on prend, ou on refuse d'ailleurs, parce qu'on peut les refuser, les signes. Et autour de 20 ans, je me souviens, alors moi, les talons que j'ai aujourd'hui de 3 cm sont une concession. Et, les filles qui étaient avec des habits toujours très très ajustés et des seins complètement dehors et des maquillages comme ça et des cheveux comme ça et voilà, qui n'empêchaient pas d'ailleurs de très très bien réussir professionnellement, d'être des personnes, de faire des très bonnes études et tout ça, hein, mais qui avaient adopté la panoplie de la fille. Moi, j'ai toujours pensé qu'elles étaient des travelottes. Je ne vois pas la différence entre une fille qui fait la fille et un garçon qui fait la fille. Pour moi, c'est Pigalle. C'est les deux. Je ne reprocherai, c'est pas plus l'un que l'autre. C'est-à-dire, je pense que effectivement, elle fait la fille. Et à ce moment-là, prenons-le. C'est intéressant la question la question de l'homosexualité et tout ça, parce que ça sert à redéfinir en fait les gens. Ça sert à voir ce qu'on fait exactement. C'est comme le fait que les garçons super virils sont une image pédée. C'est macho man, village people, tous ces muscles, ils sont tatoués, ils sont rasés, ils ont des chaînes, et ici et là et partout en voiture. Voilà. Putain, ça c'est des hommes. Et donc ils surjouent l'homme en fait. C'est une image qu'on se donne les uns aux autres, qui n'est pas une image que je condamne. Et je pense que c'est une image dont on peut jouer, et tant mieux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un quand les gens sont petits, qu'on pense que c'est ça, être. C'est être, c'est tu seras où tu veux. Et comment on fait par rapport à une société qui, pour vendre, vous dit toujours, pour être, il faut que tu sois ton genre, et tu seras là. Et tu seras gracieuse. Moi, c'est toujours ce cours de danse pour être gracieuse. Oh my God! Non. Il y en a des deux côtés. Ça, c'est absolument. Être fille, ça peut être plein de choses. On peut même inventer sa propre manière d'être fille. Bien sûr. C'est pas spécialement. Oui, mais ce que le monde vous rend, parce que je pense que la société contemporaine, au point X maintenant, vous quand même vous oriente, vous demande de ressembler à ça. Alors après, quand on est grande personne, on se débrouille, ça va. Je trouve ça dur de voir ça appliqué à des petits. Non? Si, je me demandais si on ne prendrait pas aussi la seconde proposition qui était de vous entendre lire. D'accord. Vous trouvez que je dis des bêtises? Non, ils sont gentils. Bon, alors, c'est le début de Satin Grenadine. Alors, c'est un livre que j'ai écrit. En fait, il est parti d'une scène que j'avais en tête, qui était une petite fille dans une maison qui essaye une robe, fin 19e, donc c'est une robe longue, et la couturière met des épingles en bas de sa robe, et sa mère regarde, et je sais pas comment dire, c'est une image tellement jolie, j'ai tellement longtemps en tête, donc j'écris la scène et le livre était derrière.
Cette petite fille s'appelle Lucie. Et donc la mère... On a combien de temps? C'est pour savoir si... 1h30. On a un quart d'heure. Ça va, je peux vous infliger tout le chapitre. Hein. Alors, un peu plus digne, mademoiselle Lucie, s'il vous plaît, les épaules dégagées, le ventre rentré et la poitrine dehors. Voilà une chose que les jeunes filles ne devraient jamais négliger, de tendre la poitrine vers le ciel. Je me souviens d'un cours de danse, j'avais 35 ans. Enfin bon, bref. Comme si vous étouffiez, redressez-vous, levez le menton. Agenouillée à mes pieds, Madame Sponze fourre l'ourlet de ma robe de centaines de petites aiguilles qu'elle tire prestement du coin de la bouche. Tout le temps qu'elle travaille, elle les garde rangées, coincées à la commissure des lèvres. Je baisse la tête vers elle, j'admire son génie de fakir. Qui parle la bouche remplie d'aiguilles perçantes, à part les fakirs et Madame Sponze? Il arrive qu'on ne comprenne pas chacun des mots qu'elle crache à travers les aiguillets. Mais pour l'essentiel, on peut suivre et c'est fascinant. Je meurs d'envie de glisser la main dans son chignon, noué lâchement sur le sommet de sa tête. Cette masse de cheveux branlante, dessous laquelle sortent à jet continu des mots sauvés des aiguilles. Tiens-toi droite, insiste ma mère. C'est tout ce qu'elle veut dire. Et regarde devant toi. Devant moi, par la fenêtre de la véranda, le jardin silencieux repose sous l'hiver. Un entrelac de branches lisses et brunes sur lesquelles règne le lierre. 2 oiseaux se sont posés sur l'allée pavée. Immobiles, les plumes gonflées, ils ressemblent à 2 pénitents qui attendent le départ d'un minuscule pèlerinage. Madame Sponze a fini d'épingler le bas de ma robe, elle se relève, appuie les mains sur ses genoux et hisse lentement son corps de brioche. L'organdie, souffle-t-elle quand elle a terminé son ascension, est plus clair que le voile, mais beaucoup moins que la mousseline. Selon que vous le prendrez d'un côté ou de l'autre, vous en verrez l'avantage ou l'inconvénient. Pour une demoiselle, remarque ma mère, l'organdie sera bien suffisant. Madame a raison. Si on lui donne de la mousseline à 13 ans, à quoi rêvera-t-elle quand elle en aura 16? À de la soie, dis-je, à du brocart, à du taffetas, à du satin grenadine. Il faudra vous trouver un gentil mari, sourit Madame Sponze. Un monsieur qui apprécie des jolies choses et qui ait la fortune qui va avec son goût. Madame Sponze. Ma mère la regarde interloquée. Madame Sponze se rapproche de moi comme une petite fille qui vient de faire une bêtise et cherche une protection. Parler devant moi d'un mariage, pire d'un mari, pire d'un homme, pire encore d'un homme qui aime les jolies choses. Ce n'est plus de l'inconvenance, c'est de la débauche. C'est que la voilà déjà grande fille, murmure-t-elle pour excuser la faute qu'elle vient de commettre. Ma mère préfère ignorer sa piteuse tentative. Elle s'approche de moi et fait lentement le tour de ma petite personne emballée d'organdie bleue. Un peu moins de fronce à la taille, dit-elle, un peu plus de tissu sur les bras. Alors après, je vous la passe un peu, ça continue. Voilà, la gamine demande. Faudra-t-il vraiment que je me marie? Est-il interdit de porter du satin grenadine tant qu'on n'est pas marié? Ah ça, ma petite Lucie, si vous n'avez pas de mari, il faudra bien que vous demandiez à votre père. Et je ne crois pas qu'il approuve les belles étoffes, surtout pour les vieilles demoiselles. Et si j'ai pas de père, si je suis orpheline, qui m'empêchera de porter des robes soyeuses et brillantes? Votre frère, parce qu'il faudra bien lui quémander l'argent du tissu et de la couturière. Il ne voudra certainement pas que sa sœur ressemble à une créature qui va au théâtre et qui s'en vante. Si vous ne vous mariez pas, croyez-moi, vous userez des vieilles robes de serge toute votre vie. Je pense à mon frère, je vois sa triste figure, ses airs ennuyés et les affreux costumes verts sombres dans lesquels il se serre à longueur d'année. Mais, Madame Sponze, existe-t-il un pays au monde où les demoiselles orphelines peuvent choisir le tissu de leur robe et l'acheter sans demander la permission à leur frère? Je ne sais pas, mon petit. Il faudrait pour cela que vous soyez pauvre et que vous travaillez. Il faut être pauvre pour avoir le droit de faire ce qu'on veut. Oui, à ceci près que les pauvres ne font pas ce qu'ils veulent parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est là que réside tout l'ennui d'être pauvre. La robe a dégringolé à mes pieds. Madame Sponze en replie soigneusement les pans tandis que je sautille d'un pied sur l'autre en me frappant les bras du plat de la main. Il ne fait pas bon être en corsage et en jupon dans le salon où l'on allume le feu que les jours où ma mère reçoit. Allons, allons, fait Madame Sponze d'une bonne voix rassurante, il ne faut pas vous désoler. Ce que vous ferez, c'est que vous épouserez un monsieur très vieux qui vous fera l'amitié de mourir vite. Et vous deviendrez ainsi une dame veuve qui dépense comme elle l'entend le bien de son défunt mari. Et vous vous ferez faire des culottes en satin si ça vous chante. Madame Sponze dit « Je veux un mari jeune et beau comme dans les chansons. Et si ce n'est pas possible en France, je partirai en Amérique et je ferai ma vie chez les sauvages. »
Alors ça, remarque Madame Spons d'un air pensif, je ne peux pas vous promettre qu'on trouve du satin grenadine en Amérique. Voilà. Je suis toujours en jupon quand Madame Spons finit de boutonner son manteau. Non, je suis toujours en jupon et Madame Spons finit de boutonner son manteau quand Marceline pousse la porte du salon. Marceline, c'est sa gouvernante. Faut-il se promener toute nue cet hiver si l'on veut être à la mode demande-t-elle sans que l'on sache très bien à qui elle s'adresse, à Madame Spons ou à moi. Eh oui, dis-je, c'est la nouvelle mode et elle vient d'Amérique. Il va falloir que tu t'y mettes toi aussi, si tu ne veux pas avoir l'air d'une maraîchère d'Argenteuil. Marceline hausse les épaules. Les modes américaines conviennent aux enfants des sauvages qui n'ont rien à montrer, pas aux personnes qui ont quelque chose à cacher. Elle attrape ma vilaine robe d'alpaga et s'avance vers moi d'un air menaçant. Si ta mère apprend que je te laisse courir toute nue, elle me renverra à Bourges. Veux-tu que je retourne à Bourges? Veux-tu qu'on te trouve une gouvernante assez revêche pour t'apprendre à vivre? Marceline, tu n'es pas moderne et c'est ce qui te rend amère. Je te le dis, moi, qu'au XXe siècle, les demoiselles auront le droit de courir toutes nues si c'est leur bon plaisir. Elles ne porteront pas d'horribles jupons trop lourds, même le dimanche, et elles iront à la messe en cheveux courts car on les coupera un jour. Je te le prédis comme aux petits garçons. Marceline hausse les épaules. Le nouveau siècle, mademoiselle sans cheveux, n'arrivera pas avant 15 ans d'ici. Tu seras une dame quand on fêtera 1900, tu auras un mari, des enfants, un peu de ventre et sûrement du menton. Et je te fiche mon billet que tu mettras toujours ton chapeau pour aller à l'église. Marceline, tu m'ennuies. Si le nouveau siècle doit être aussi triste que l'ancien, à quoi bon vieillir? Je préfère rester fille et ne pas m'encombrer d'une vie de dame, maussade et monotone. Voilà. Donc voilà, ça a l'air un peu militant, mais en fait, c'est juste parce que c'était marrant. Et en plus, c'est très, très drôle de faire des livres historiques, parce qu'évidemment, on peut faire le malin, puisqu'on sait bien ce qui s'est passé. Alors, le livre est truffé de blagues de ce même type, qui sont... Et je ne sais pas ce qu'en pensent les lecteurs, par ailleurs. Je crois que... Qu'est-ce qui vous attirait dans le 19e siècle, dans ce cas-ci? Ah ben, il y a plusieurs raisons. D'abord, comme les lecteurs ou les lectrices, j'en ai beaucoup lu, puisque c'est quand même c'est l'art français au 19e siècle, c'est le roman. Donc après, quand on les a lus, comme ils décrivent tout, que ce soit Balzac, Zola, Proust, Maupassant, on sait un tas de choses, on les connaît comme ça. Après, moi, je suis née en 59, donc j'ai vécu dans une maison construite au 19e siècle. C'est une famille, c'est des culs de plomb, ils n'ont jamais bougé depuis le Moyen-Âge, donc ils ont gardé des choses. Donc la vaisselle, donc les robes de nuit, donc les draps que ma grand-mère sortait, c'était tout 19e siècle. C'était l'atmosphère, c'est fini maintenant. Moi, je suis née dans un monde qui est mort. Et je sais pas, j'ai le journal de guerre de ma grand-mère, les trucs que s'écrivaient mes arrière-grands-parents en 1870, c'est un vrai truc. Et après, j'ai beaucoup travaillé sur le 19e quand j'étais journaliste. J'ai fait des bouquins collectifs sur la naissance du cinéma, c'est 1900, sur les impressionnistes, plusieurs peintres. Donc j'ai fait beaucoup d'enquêtes et j'ai accumulé une quantité de connaissances. Voilà. Ça n'empêche pas que c'est sûrement bourré d'anachronisme. C'est pas un bouquin d'historienne, mais c'est un moment que j'adore parce qu'il ressemble à maintenant en plus. C'est-à-dire, il y a des moments de très très grande accélération technologique, scientifique et technologique, et les gens ne savent pas du tout vers quoi ça va, quoi. Tout le monde est parti tête baissée. Alors ils sont partis tête baissée vers les massacres de 14 et ce qui va suivre. Mais c'est des époques passionnantes. Et je pense pas. Et souvent on a l'idée d'une époque triste et bourgeoise, mais en fait non. C'est aussi un bouillonnement intellectuel. Il y a des gens qui ont une liberté de mœurs incroyable. C'est vraiment une époque super intéressante. Mais vous avez choisi de situer votre roman dans le milieu de la bourgeoisie. Oui, alors je me le suis fait reprocher en Seine-Saint-Denis, comme d'habitude, pour qui je suis un auteur bourgeois. Tiens, c'est gonflé. Ma mère a été bossée à 13 ans. Et après, mon père il a son bac, il était visiteur médical. Ma mère, elle travaillait pas, quoi. Elle jouait pas au tennis chez moi, quand même. Enfin bon, auteur bourgeois. Nadine, les copines, c'est aussi les rapports, parce qu'il y a une domestique dans la maison. Puisqu'à l'époque, il y a quand même un quart des Français qui est domestique des autres. Hein. N'importe qui a du personnel de maison. Économiquement, c'est passionnant comme situation. Et des liens se nouent dans des milieux où il y a assez peu de différence pour finir entre celui qui sert et celui qui est servi. Donc il y a une mémoire de ça. On ne peut pas en faire juste une histoire victimaire. C'est des vrais liens familiaux, quoi. Donc ça, c'est un peu exploré dedans. Mais bon, bref, le livre sort et une bonne âme se charge de me dire que Conseil des bibliothèques en Seine-Saint-Denis dans le 93,
Ils ont dit, ah non, on peut pas le recommander. Marie Desplechin a encore écrit un roman bourgeois, ça m'énervait à fond. Donc j'ai écrit un autre qui s'appelle Séraphine, et c'est à peu près la même gamine à 13 ans, mais à Montmartre, voilà. Ses parents disparus après la Commune, le père est avec Louise Michel. Et j'ai tous les brevets, et là j'ai pas pu m'empêcher d'un truc. Le truc, c'est elle vénère Saint-Rita, il y a Saint-Rita tout le livre. Donc voilà, la religion est rentrée là où la bourgeoisie avait déserté. Trop bête, hein? Donc je pense que je suis pas non plus cachère. Donc ce qui veut dire que vous ne les aviez pas conçus en binôme, là? Non. C'est par réaction? Bah, Satin Grenadine, je l'ai fait parce que j'avais cette petite bonne femme dans la tête. Et après, bon, le livre, il est un peu foutraque, hein. Il y a des bouts de... Et après, non, par réaction, je me dis, mais moque de moi quand même. Je fais Séraphine. Et là, j'en ai 2, je me dis, c'est trop bête, je vais en faire un 3e. Mais bon, il faut que ça démarre. J'ai déjà plein de noms pour les personnages et je sais où je veux le situer, ce que je veux raconter. Et vous savez lequel qui marche le mieux? Non, je sais pas du tout. C'est pas. Je sais que moi, je pense que Séraphine, il est mieux fait. Séraphine, il est techniquement mieux. Mais il y a des scènes dans Satin Grenadine qui me font rire. Maintenant, quand je les relis, elles me font toujours rire, les scènes avec Jacques. En plus, Satin Grenadine, c'est un vrai jeu de piste parce que c'est tous des personnages de romans du 19e. Il y en a énormément. La mère, c'est comme dans Belle Amie. Jacques, c'est comme Marcel Proust. Il y en a une quantité qu'on retrouve. Alfred, le fait de partir en Amérique, c'est qu'il y a toutes ces grandes intellectuelles de la fin du 19e, début 20e, dont Gertrude Stein, et il y a beaucoup d'Européennes qui partent là-bas, et le mouvement féministe, et tous ces couples de femmes, c'est pas possible au grand jour en Europe, que c'était possible dans les États-Unis naissants. C'est quand même... Donc voilà, donc c'est aussi pour lesquels j'ai de l'affection pour ce livre, il y a tout ça. Mais Séraphine est mieux fait. Tout le monde dort. Il y a contrôle après, hein. Il arrive que vos personnages soient transposés au théâtre, au spectacle s'en empare. Je sais pas. Je crois que oui, mais en fait, ça m'intéresse pas tellement. Et c'est arrivé au cinéma aussi, et c'est toujours une énorme déception, en fait. Et là, il y a encore des projets, et je m'en fiche, quoi. Parce que moi, j'ai imaginé des trucs comme dans Vert. Moi, je vois bien. Je vois, ou ce que je vois pas, c'est comme si je le voyais quand même. Et après, quelqu'un qui va réaliser une œuvre audiovisuelle, que ce soit en animation, ce sera forcément pas la même chose. Donc Vert, il paraît, tout le monde a dit oui, c'est vachement bien l'adaptation. Moi, je l'ai vu, mais et le mec, je l'adore. C'est un copain. C'est un milieu. Donc voilà, c'est le chèque, quoi. Le seul truc, c'est le chèque pour me permettre de rompre. C'est comme là, j'ai écrit un bouquin que j'aime bien, qui s'appelle Babyface. Et j'ai mis longtemps à le faire, ce livre, et ça apporte plein de choses que je vois. Je vois tout le monde, c'est vraiment, voilà, c'est moi. Bon, il y a quelqu'un qui veut adapter Babyface, donc il me dit, bon, tu veux pas faire? Alors moi, c'est fait comme un scénario, c'est très facile à découper. Je le découpe comme un scénario de film, le montre à des producteurs pour la télévision. Et là, il me rappelle en disant, oui, alors tu comprends, c'est pas assez tout public, c'est trop enfantin, faut que tu le retravailles pour le refaire pour toutes les familles. Eh ben non. J'ai choisi de l'écrire pour les enfants. Si j'avais voulu le faire pour les adultes, j'aurais écrit un bouquin pour les adultes. Là, j'ai voulu faire ce truc-là, avec ces gens-là, écrit comme ça. Le reste, ça m'intéresse pas. Non, moi, je suis très contente dans l'univers du livre, et si j'avais envie de faire un truc qui soit audiovisuel ou quoi, ou autre chose, je ferais autre chose, mais le seul truc, c'est si ça rapporte de l'argent en plus, parce que l'argent, c'est de la liberté, c'est tout. Et surtout, c'est que ça vous permet de rompre. Voilà, vous l'avez vendu, donc c'est plus à vous. C'est tout. Plus de questions? J'avais une question, mais je ne sais pas si on peut y répondre, mais comme vous fréquentez les lecteurs aussi beaucoup, c'est quelque chose qui m'a été suggéré par ce que j'ai entendu, en fait, pour tout dire dans les toilettes. C'est toujours un bon endroit de... Je dois dire que c'était très intéressant. Que le public qui vient sont des enseignants, enfin des jeunes, etc. Je ne vais pas répéter ce que j'ai entendu, enfin moi je vous insiste. Sauf si c'est très vexant, ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut intervenir sur les pensées et les propos obscènes du genre masculin sur le genre féminin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans ce domaine? Parce que j'ai suivi les différentes conférences, mais je n'ai pas vu cet aspect-là abordé, et moi personnellement, il me déçoit beaucoup dans le genre féminin, en dehors, masculin, pardon, en dehors du contexte du fantasme, finalement.
Je pense, ça c'est quelque chose, parce que là on a abordé que la question des petits enfants, le rose bleu, mais c'est vrai que quand ils grandissent, les représentations auxquelles ils sont confrontés, et là encore les pauvres, sont souvent extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils voient sur l'internet, hein. Ils ont accès absolument à tout. Enfin, c'est super marrant de penser que les gosses ont vu des trucs, forcément. Et la violence des propos échangés entre eux aussi, c'est-à-dire tout ce langage, je sais pas, le rap par exemple, qui est intéressant, tout ça est intéressant, exprime des vrais trucs. Mais c'est vrai que c'est une violence dans les relations qui est inouïe. Alors, ce qu'on peut faire contre ça, si on peut se dire, ce qu'on fait, c'est on propose des contre-modèles, et il faut les faire le mieux possible. De toute façon, on gagnera sur le terrain du marché aussi, hein, on gagnera sur le terrain de ce que les gens aimeront. En fait, là, je pense que c'est un truc bête, parce que c'est un des trucs qu'on fait qui m'occupe en ce moment. Est-ce que vous avez vu la série The Wire? Non? C'est une série policière qui se passe à Baltimore, qui a été faite il y a une dizaine d'années, qui raconte des histoires de trafic de drogue dans une cité et de policiers qui mettent les gens sur écoute. D'où sur écoute The Wire. C'est une série qui est absolument passionnante parce qu'ils ont énormément enquêté pour l'affaire. C'est-à-dire ils sont partis, il y a des journalistes et tout ça, ils ont pris des tas d'acteurs, tous les gangs, c'est des types et des filles qu'ils ont recrutés sur place. C'est extrêmement bien fait, c'est passionnant. Et il y a une chose qui est remarquable dedans, c'est déjà il y a 80%, parce que à Baltimore, c'est 75% de la population est noire, donc d'acteurs noirs. Donc déjà, ça vous change dans le rapport à la fiction, parce que la majorité des choses qu'on regarde d'habitude, déjà, les poses toujours pareil. Et les filles, c'est génial. C'est un moment, ça m'a sauté aux yeux. Les filles, elles sont pas spécialement jolies. Les filles, c'est des femmes comme il y en a en vrai, quoi. Vous voyez, c'est comme on est, quoi. Dans les types aussi, ouais, les types aussi. Mais les types sont un peu plus choisis, j'ai l'impression. C'est comme si les filles, et ils n'ont pas cherché à trouver une fille qui corresponde à, un espèce de stéréotype de canon. Et ce sont des choses qu'on finit par remarquer au bout d'un moment. Juste le fait que cette série marche, hein, par exemple, enfin, en tout cas marche, il y a pas mal de gens autour de moi qui ont vu tout ça, ou d'autres. Ça, c'est super important. Et c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure sur les trucs, c'est que ce qu'on fait à son niveau est forcément une chose qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui fassent des œuvres, par exemple, ils les fassent pas dans l'idée d'un message, mais honnêtement, quoi, en pensant. Et puis après, dans tout ce qu'on fait, on peut peut-être. Après, moi, je sais que s'il y a, par exemple, un langage souvent très grossier, avec un lexique, je dis des gros mots dans les classes aussi. Je ne tolère pas un mot qui est à consonance sexiste ou à consonance homophobe. Alors, je peux dire pédéouguine parce que c'est revendiqué par les gens, c'est toujours la même chose. Mais sinon, salope, chez moi, ça ne rentrera pas. C'est dit de cette façon-là, parce qu'on sent le... Et même si c'est à la mode, et même si c'est des choses qu'on voit, c'est non, quoi. Je pense ça. Et effectivement, c'est un problème. Je pense que c'est un très bon marqueur de la violence du monde dans lequel on vit. Et je pense que c'est encore un truc et après j'arrête. C'est toujours la même chose, c'est que je pense que c'est violent pour les garçons aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est violent pour un homme d'utiliser, c'est ça, ou d'être dans cette pensée-là, et que ça exige de lui des choses qui sont douloureuses, comme c'est douloureux pour une femme qui ressent cette violence. Je suis persuadée qu'on partage la souffrance. Voilà. Merci. Allons en paix.